Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum, bonjour. 84 morts, 18 personnes en état d'urgence avancé et plus de 50 blessés plus ou moins graves, tous des civils. C'est le bilan de l'attaque particulièrement meurtrière menée hier soir à Nice, en France, par un solo, un ressortissant dont on ne sait encore s'il est tunisien seulement ou franco-tunisien. L'auteur de cet acte inouï a choisi un jour de fête, en l'occurrence la célébration du 14 juillet français, pour perpétrer un acte d'une gravité sans précédent contre des innocents. Il s'est servi d'un grand camion de location pour foncer sur la foule assemblée tout le long de la promenade des Anglais à Nice. L'attaque n'a pas été revendiquée et l'auteur a été abattu. Et bien que certains médias en France aient eu la bienveillance de nous préciser que l'auteur, un certain Mohamed El-Houayej Bouhlal, n'était pas pratiquant, cela n'a pas empêché certains organes d'information un peu partout en Occident de le faire endosser à ce qu'ils appellent l'islamisme. François Hollande, le président français, a lui-même qualifié très tôt ce matin cette tragédie d'attentat islamiste. On peut s'adonner à toutes les explications, à toutes les justifications d'une telle entreprise inqualifiable. Mais rien en islam, et rien humainement parlant, ne peut justifier une tuerie de personnes civiles non armées, non impliquées dans une quelconque inimité de quelque genre que ce soit, contre qui que ce soit. L'auteur de cet attentat a-t-il agi seul ou a-t-il des complices? Représente-t-il une quelconque organisation ou tendance? Nous ne le savons pas encore. Et, en définitive, cela n'est pas vraiment l'essentiel. La question essentielle qui nous taraude est: quel but un tel attentat sert-il? Avec nous au studio, nous avons Si Jamel-Din Benchenouf, journaliste, et à Paris, M. Dziri Sami, documentaliste, pour nous aider à voir un peu plus clair dans cette tragédie. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'émission est en direct et que le standard est ouvert à nos téléspectateurs du Maghreb, d'Europe et de tous les autres pays qui nous voient et qui nous écoutent et qui souhaiteraient intervenir pour donner leur avis au sujet de cette tragédie. Si Jalab, salam alaikum. Alaikum salam. D'abord, une première remarque sur cette tragédie. Je voudrais d'abord, mon cher Rachid, dire toute ma tristesse. Je suis ravagé, consterné par cette tragédie, comme je suis ravagé, consterné à chaque fois qu'une telle violence se déchaîne contre l'homme pour des motifs ou d'autres. Et je en rappelle... l'occurrence des civils. Des civils, comme toujours, la plupart du temps, contre des innocents. Exactement. Qui n'ont rien à voir généralement dans les histoires qu'on invoque. Et je rappelle justement à ceux qui en ce moment font feu de tout bois pour désigner toute une communauté, pour la stigmatiser, comme à chaque fois. Une communauté qui est prise en otage par ces gens, par ces barbares, par ces terroristes, par ces gens... moi, je ne sais personnellement même pas comment les nommer. Je rappelle donc à ces gens qui font feu de tout bois, mon cher Rachid, que parmi les victimes, il y a des musulmans, il y a des musulmanes. Il y a une femme d'ailleurs qui a 80 ans, quel curieux hasard. Le nombre des victimes, 84 victimes, et une dame de 84 ans, musulmane, qui vient juste de rentrer du pèlerinage d'El Hajj et qui figure parmi les victimes, ainsi que des enfants musulmans, ainsi que des femmes dont certaines, nous dit-on, étaient voilées. C'est dire que cette violence haineuse, aveugle plutôt, oui. Voilà, ne choisit pas ses victimes. Elle ne choisit pas ses victimes. Et que le moment doit venir maintenant pour que nous ne fassions plus de discernement
ni entre les terroristes, quels qu'ils soient, et quels que soient leurs moyens qu'ils utilisent, y compris ceux qui utilisent le terrorisme d'État, la violence d'État, qui, au lieu de bombes utilisent des chars et des avions. Et qui existent un peu partout dans le monde. Qui sont un peu partout. Et d'autre part, nous ne devons plus faire de discernement entre les victimes. Toutes les victimes doivent jouir de notre soutien, de notre solidarité, de notre émotion, de notre engagement total. Ce sont nos frères et nos sœurs en humanité, quels qu'ils soient. Et je dis bien quels qu'ils soient, sans aucune exclusion ni aucune exclusive. J'étais bien surpris hier soir en écoutant les informations sur la chaîne de la BBC qu'une jeune Américaine de 17 ans était là en train de témoigner de façon très impartiale. On a essayé de lui faire dire certaines, de la guider pour parler de coups de feu, etc. Elle était là à rapporter tout ce qu'elle a vu en toute impartialité. C'est important. Je reviendrai à toi, Si Djamel. Oui. Je voudrais parler avec Si Dziri de Paris. Si Dziri, vous nous écoutez ? Oui, bonjour. Bonjour Sidziri, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vous, en tant que musulman, vous avez reçu la nouvelle en France ? C'est un coup de massue sur la tête, c'est quelque chose d'indescriptible, d'autant plus la communauté musulmane priait pour qu'il n'arrive rien durant l'Euro. Et c'est bien passé, il n'y avait pas d'événement, il n'y avait pas de trucs tragiques, mais malheureusement la bête immonde a frappé en faisant des victimes innocentes qui sont allées juste pour assister à des feux d'artifice, des victimes bien sûr, comme il a dit Djamaldine, sans distinction et sans discernement. Il y avait des enfants dans la poussette, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Et voilà, c'est innommable et c'est indescriptible. Franchement, la communauté musulmane en France, non seulement elle était désignée depuis des mois et des mois par les marchands du temple, les marchands de la manipulation. Malheureusement maintenant, elle est encore plus attristée par ce qui s'est passé parce que les choses se sont déroulées le 14 juillet et les gens, au lieu de fêter le 14 juillet dans la bonne humeur et la joie, en voyant les feux d'artifice, elle a vu les feux de l'enfer devant elle. Justement, nous avons appris que parmi ces victimes, il y a des musulmans et même cette musulmane qui revient de sa Umrah de la Mecque qui est tombée victime de cet attentat aveugle. Quelle est la réaction des musulmans autour de vous ? Écoutez, la réaction, je crois, elle est semblable à n'importe quel musulman épris de valeurs humaines et universelles. Que les victimes, quelles que soient, devant la mort, ils se valent tous. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas La victime, c'est une victime, quelle que soit son origine, sa catégorie sociale. Voilà, c'est tout le monde musulman, je crois qu'il est attristé, qui est très touché par cette tragédie qui est manifestement horrible et atroce à voir et à comprendre le pourquoi et le comment. Pourquoi les gens sont allés voir comme ça un feu d'artifice, se retrouvent comme ça fauchés par un fou, parce que c'est pas un musulman qui peut faire ça. Il peut pas tuer des enfants, des victimes comme ça. Justement, puisque nous savons tous qu'en islam, rien ne peut justifier de tels attentats, et ce n'est peut-être pas le moment de nous étaler en long et en large sur les divers versets qui parlent de l'humanisme, de la fraternité, du fait que tuer une seule personne équivaut à tuer toute l'humanité. Et ça, tout est connu, mais
quel serait le mobile ultime d'une personne comme ça, un désespéré, un criminel Donc, voilà, justement, donc il y a le 5 juillet passé, il y a un rapport parlementaire, d'une enquête parlementaire sur les séries d'attentats qui ont touché la France depuis le 7 janvier 2015. Ce rapport remet en cause la restructuration du service de renseignement. Et je crois que cet attentat d'hier, il va relancer le débat parce que les services de renseignement en France, un rapport qui fait 429 pages. Et il y avait 31 députés qui se sont penchés sur la question. C'est une commission d'enquête. Et je crois que la restructuration inachevée des services de renseignement depuis 2012 par Nicolas Sarkozy a laissé des failles, selon le rapport, parce qu'on a laissé le renseignement humain, qui est très important et qui a été orchestré par les renseignements généraux, qui a été absorbé dans une structure qui s'appelait à l'époque la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur, qui a été rebaptisée DGRI, Direction Générale du Renseignement Intérieur, et qu'on a effacé le renseignement humain qui était plus fiable, plus important, pour laisser place à le renseignement technologique qui, pour moi, il est variable, voire même imprévisible, et voire même aléatoire. Merci. Donc là, ce contexte-là, j'espère que la crise va passer et d'approche vers cette lutte antiterroriste parce qu'on est les premières victimes à l'échelle planétaire. On a vu ce qui s'est passé en Irak à la veille de l'Aïd, c'est atroce aussi. Et on voit tous les jours le défilé des victimes dans le monde musulman, que ce soit en Bangladesh, on a vu pendant le Ramadan. Et voilà, il faut que la communauté musulmane, c'est pas dans la logique de la justification, c'est pour montrer que nous aussi, on peut lutter contre cette hydre qui manifestement n'a rien à voir de musulman. Merci, Monsieur Ziri. Restez avec nous quand même. Je rappelle à nos téléspectateurs du Maghreb, de France et d'ailleurs que le standard est ouvert et qu'ils peuvent téléphoner pour nous donner leur avis sur cette tragédie. Si jamais je reviens à vous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on va? Quelles seraient maintenant les réactions françaises? Nous savons que François Hollande a déjà parlé d'attentats islamistes. Qu'est-ce que cela Avant veut dire? même la revendication supposée. Avant même qu'il y ait revendication, c'est peut-être un délit de faciès? Certainement, c'est comme d'habitude. Mais sinon, ce qu'on doit faire, moi, je rejoins tout à fait mon ami Sam Ziri. Je crois que le moment est venu maintenant de parler, de discuter, sans tabou, sans complexe, sans préconçu. Mais pas seulement les musulmans et les sociétés occidentales. Donc, y compris les musulmans qui sont dans les sociétés occidentales. Le dialogue des civilisations, quoi. Voilà, plutôt que le choc des civilisations, il faut aller au fond des choses. D'abord, les musulmans, il faut arrêter de se comporter en otage, j'allais dire, en victime expiatoire consentante. Moi, ma famille aujourd'hui m'appelle, mes amis qui vivent en France, ils ont peur. Ils ont peur. Non seulement ils ont été bouleversés par ce qui arrive, non seulement de cœur, ils sont avec ces victimes de cœur, mais ils se sentent un peu coupables parce qu'ils savent qu'ils vont être désignés comme les coupables. Et est-ce que les médias, par exemple, ne contribuent pas à alimenter justement cette peur? Justement. Alors, aujourd'hui, du côté société occidentale, à quoi on assiste à chaque fois qu'il y a une violence qui se déchaîne contre les innocents, comme ça, qu'on nomme terrorisme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la réponse sécuritaire, ou alors il y a l'exploitation politicienne et médiatique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, c'est un truc qui fait vendre, qui fait élire. Il ne faut pas laisser ça à la seule extrême droite. Et tout le monde y va vraiment allègrement, jusqu'à la gauche et parfois même jusqu'à l'extrême gauche. Tout le monde prend le dada. Je reviens à toi, Si Jamel. Hassan من تونس. معك حسن رضواني من تونس. السلام عليكم. تفضل سي حسن. Tout d'abord, on condamne cet incident néfaste. C'est une véritable agression qui n'a aucun rapport avec l'islam. Nous, en tant que Tunisiens,
on est vraiment indigné envers cet acte néfaste. On est encore perplexe. Est-ce qu'il y a des hommes qui pensent comme ça et qui tuent sans raison? On est solidaire avec les amis français et le peuple français. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà, nous avons un Tunisien qui, comme tu disais tout à l'heure, qui se sent concerné parce que, à cause de l'origine tunisienne de l'auteur de l'attentat, il y a toujours cette culpabilité, ce sentiment de peur que les gens éprouvent à chaque fois. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons, pendant les 20-30 dernières années de discussions sur l'islam en Occident, etc., nous avons assisté à cette montée, à cette peur alimentée par les médias, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Comment peut-on sortir de cet engrenage? Mais justement, pour reprendre ce que je disais, parce que, comme monsieur a appelé, donc je n'ai pas pu aller au bout de ce que je voulais dire, les musulmans doivent donc s'engager, changer, arrêter de se comporter en otage, j'allais dire formaté. Ils sont là pour jouer le rôle de l'otage. À chaque fois qu'il faut taper sur quelqu'un, ils sont là pour qu'on tape dessus, qu'on les stigmatise, qu'on les montre du doigt. Ils sont obligés de raser les murs, de ne pas sortir chez eux. Ils attendent 2-3 jours à chaque fois après l'attentat où ils s'effacent. D'un autre côté, les sociétés occidentales, y compris les musulmans qui y vivent, doivent maintenant arrêter de ne réagir que de façon sécuritaire ou politicienne. Vous parlez du côté officiel? Non, je parle de la société civile. Cette société civile doit se saisir de la question. Elle doit en débattre, elle doit en discuter, vraiment, en discuter dans le fond. Pourquoi ces gens arrivent à commettre de tels... Bien sûr. Et là d'ailleurs, on s'étonne. Moi, personnellement, j'ai toujours été très étonné de l'absence abyssale des intellectuels dans la question. Ils ne s'expriment pas. Pourtant, ils s'expriment quand il s'agit de stigmatiser. Ou alors ils se taisent. De terrorisme, à sens unique. On les retrouve. C'est généralement à sens unique. Et moi, je suis très étonné. Je me dis, mais il y a des paroles libres, il y a des esprits libres, il y a des consciences libres. J'en veux pour preuve M. Michel Onfray, qui après tant d'années où il avait une certaine perception du même phénomène qui était différente de celle qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en train de creuser la question, d'aller vers les vraies questions, de se poser des questions, d'essayer de comprendre d'où vient cette violence, qu'est-ce qui l'alimente et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de lutter contre elle. Et là, c'est un besoin pressant. Et il faudrait qu'ils s'en saisissent. Effectivement, c'est un besoin pressant. Cependant, est-ce que nous avons tous des amis, des collègues, des connaissances français d'origine qui ne sont pas musulmans, qui sont eux-mêmes aussi scandalisés par l'attitude des médias, par l'attitude des officiels en général, mais peut-être que ces gens-là n'ont pas accès, et on ne peut pas les entendre, ils n'ont pas accès aux médias. Oui, mais justement, le problème est là. Parce que ces bonnes volontés, elles existent. Je parlais par exemple de Michel Onfray, entre autres. Mais je parlerai de quelqu'un d'autre aussi. Tariq Ramadan, Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, on est en train de l'empêcher de parler. Pourtant, le discours qu'il tient, c'est un discours d'intellectuel qui se pose de vrais questionnements, plus que des questions. Peut-être qu'on n'aime pas. On l'accuse de mener un double discours, on lui ferme le bec, on l'empêche de s'exprimer. Peut-être que certaines sections de ces sociétés-là n'acceptent pas que quelqu'un soit intelligent. Ce n'est pas des sections de Rachid, ce n'est pas une question de section de cette société. Moi, je crois qu'il y a une volonté délibérée venant de la part de ceux qui contrôlent la machine, de continuer à entretenir les opinions publiques dans cette perception de cette violence et dans cette perception des grands équilibres, dans cette perception de ce qui se passe réellement et de ce qui est la cause et la motivation profonde. On ne veut pas qu'on en parle. Je voudrais qu'on développe ce point un peu plus parce qu'il est très important, mais maintenant nous voudrions prendre un appel. Monsieur Siboualem. Siboualem El Jazair.
Il me semble qu'on a perdu Siboualem. Bon, ben, c'est vrai qu'on a cette... nous, en tant que journalistes, en tant qu'éduqués, nous savons qu'il y a des freins. Nous savons quand il y a certains événements. Je vous prends comme exemple M. Rachid Ranouchi, quand il était ici à Londres. Nous savons qu'il y avait une équipe de télévision qui a passé toute la nuit avec lui ici au moment où il devait retourner en Tunisie, qu'elle est partie avec lui en avion. Et quand ils ont vu qu'il y avait 1,5 km de gens qui l'attendaient pour le recevoir, il n'y a eu aucune information sur ça. Et ça, nous le savons. Oui. Pourquoi Parce que les uns comme les autres, pour dire la vérité, les uns comme les autres, c'est-à-dire les sociétés occidentales qui sont sous contrôle, comme les autres, les musulmans, les sociétés musulmanes, qui sont eux aussi sous contrôle d'une façon ou d'une autre. Mais par exemple, tout à l'heure, tu parlais, Rachid... On ne peut pas dire que les musulmans en Occident sont sous contrôle... Si, ils sont sous contrôle j'allais dire, d'une certaine façon de penser et d'être. Tout à l'heure, Rachid, toi-même, tu disais, le Coran ne dit pas ça, le Coran ne permet pas ceci, cela. Je reviens à toi. Non, pardon, c'est très... Je vais aller vite et après, si tu me permets, j'y reviens. Le Coran, aujourd'hui, je vais dire quelque chose qui va choquer. Qui va te choquer, qui va choquer ceux qui nous écoutent. Le Coran, en fonction de ceux qui l'interprètent, on peut l'interpréter comme on veut. Ceux qui sont en train de parler au nom de Daesh parlent au nom du Coran, versé à l'appui. Toutes les religions, pas que le Coran. Chaque religion peut être interprétée comme on veut, de la façon. On reviendra sur ce point, c'est très important. Si Ibn Abdallah Mtlemsen. Salam alaikum, M. Rachid. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à tout le monde. Donc, la vie, c'est-à-dire l'opinion, les attentats, ou bien l'attentat de Nice, en France, oui. Il y a Si Rachid, il y a Si Jalal. إذا كانت du côté تاع l'humanité, donc هذا c'est حرام يعني حتى حد ما غادي يتقبل هذا الشيء وربما كان خويا يكون تما وكاع احنا خوت وربما انا نكون تما دونك واذا كان شفنا ليستوار لو ولينا وراء شويه نظن لا فرنسا يعني كيف يقولوا راها تحصد سنين درات ما ننساوش بلي لا فرنسا واش دارت في ليستوار ميرسي اي ميسيو. Voilà, on a perdu Ibn Abdallah. Ibn Abdallah, dans le même sens que c'est quelque chose de haram, c'est quelque chose qu'on ne peut pas commettre. Mais bon, tu disais tout à l'heure que les gens interprètent le Coran à leur façon. Oui. Mais on a aussi ça... on peut prendre n'importe quel texte, on peut le tronquer, et les médias sont très habiles pour ça. Sans le tronquer, l'interpréter. Oui, par exemple, si tu veux des textes dans le Coran qui te donnent le droit de tuer, tu les trouves. Si tu veux chercher, c'est celui qui a tué, qui a ôté une vie sans raison, tué l'humanité entière, celui qui a sauvé une vie, c'est comme il a sauvé l'humanité. Tu vois, tu te places du bon angle, tu trouves ça. Mais si tu cherches à tuer des gens, tu trouveras dans le Coran. Oui. Tu trouveras. Moi, je ne suis pas un exégète, mais je sais que tu trouves. Et nous, les musulmans, nous justement, c'est dû à quoi, ça? C'est dû au fait que nous, les musulmans, on est un troupeau de fidèles bêlants qui n'avons pas d'esprit critique, qui acceptent à partir du moment qu'on nous dit « Non, non, Dieu, le Coran... » Est-ce que nos intellectuels musulmans ont les médias pour s'exprimer, pour expliquer Non, déjà, il faut que ça commence, pas seulement les médias. Parce qu'il y a une question d'éducation dans tout ça. Il faut que ça commence au niveau de la perception individuelle de chacun parmi nous, que la vie est sacrée, que moi, je ne veux pas savoir ces histoires de versets qui autorisent les gens à tuer d'autres gens. Je ne veux même pas en entendre parler. Tu me dis, c'est le Coran, je me dis, ok, d'accord, c'est le Coran, mais moi, je considère que la vie est sacrée, que personne ne peut l'ôter, donc ce n'est pas la peine de me raconter des histoires. Déjà, quand je pars de ce principe, après, on peut discuter, on peut entrer en débat, mais que je passe de gens, ulama, rajahma, ulama, c'est des gens qui connaissent juste le texte sacré et qui l'interprètent comme ils veulent, et je crains de les contrarier ou de les contredire, parce qu'ils ont ce statut de ulama. Il y a des ulama chez Daesh aussi. Hein.
Daesh, ça c'est ulama. Il y a des ulama dans une certaine perception de l'islam qui est très extrémiste. Il y a des ulama. Il y a des ulama au niveau de tous les courants religieux et des ulama extrémistes qui donnent de l'islam, du Coran, de notre religion, une idée qui vous donne envie de partir. Hein, Décidément, le débat devient de plus en plus islamo-islamique, d'après ce que tu le fais, c'est très important. Mais il faut que nous le fassions à la Chine. Oui, c'est certain. On prend c'est Hassan Moussim, le Canada. C'est Hassan? Bonjour, Rachid. Oui. Bonjour. Bonjour. Tfadal. Allô? Oui, vous voulez intervenir sur cette tragédie en France, à Nice? Ah oui, donc Rachid, d'abord, bonjour à vous et bonjour à Jamal. Je crois bonjour à vous aussi. Bonsoir, Rachid. Bonjour à vous tous. Jamal va certainement me reconnaître. Oui, bien sûr. Rachid est un habitué de nos émissions. On l'invite souvent. Il est d'une grande justesse dans les analyses. Donc, bonjour à vous deux, encore une fois. Effectivement, je crois que vous êtes en train de faire une émission extraordinaire. Elle vient juste au moment opportun, là, avec ce qui s'est passé hier, stigmatisation du musulman. C'est à ce jeu que les sociétés occidentales ne doivent pas s'y prêter. Nous sommes tous, comme je disais, nous sommes tous des humains et nous devons tous éviter de jouer jouer un peu sur la peur en l'entretenant, en stigmatisant l'autre. Nous devons nous respecter la loi du pays dans lequel nous vivons. En tant que musulman, moi je vis au Canada, il faut absolument respecter les lois du pays et avançons en la tête haute. Nous sommes, comme je disais, dans la terreur aujourd'hui. Il faut arriver à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Nous avons vu cela en Côte d'Ivoire, nous avons vu cela au Liban, à Damas, à Bagdad, je dirais à Bruxelles récemment, à Londres, à Paris hier. C'est la même violence. La terreur est en train de toucher tout le monde, partout dans le monde et de n'importe quelle façon. Ça peut être n'importe quoi, avec quoi on vient pour faire du mal à l'humanité. Maintenant, oui, nous condamnons encore une fois vivement ces actes que même nos religions, toutes les religions du monde condamnent la morale, condamnent l'éthique, condamnent ce type de choses. Nul ne permettrait pas cette façon de faire. Nous sommes tous des citoyens du monde, il faut nous dire que nous sommes tous concernés et c'est un combat que le monde entier doit mener la main dans la main, je dirais. Il me semble qu'il faut éviter de nous diviser et de nous déstabiliser ou de se déstabiliser nos sociétés en nous stigmatisant les uns les autres, en nous rejetant, si vous voulez, la balle. Moi, j'estime que rien ne justifie le meurtre, rien ne justifie de tuer les innocents où qu'ils sont. Il faut éviter de mettre les... il faut éviter, il faut éviter de mettre les drapeaux en berne quand ça se passe à côté de nous, quand ça se passe chez nous, et de demeurer indifférent quand ça se passe ailleurs, dans d'autres continents. C'est là le petit reproche que nous faisons un petit peu à ces sociétés occidentales. Il faudrait que le drapeau serait mis en berne partout dans le monde quand il y a un acte terroriste, quel que soit l'endroit où il se produit. Il nous faut donc, pour terminer, je dirais qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu je dirais moi, de Daesh, de l'État islamique ou de Boko Haram ou autre groupe terroriste, en nous rejetant la balle ou en nous divisant, j'allais dire, ou en nous disant que c'est lui, c'est l'autre, c'est pas moi, ou en nous divisant en parlant de conflit de civilisation. Ce n'est pas un conflit de civilisation, ce n'est pas la religion, c'est un acte terroriste que nous condamnons, que nous pouvons enregistrer n'importe où dans le monde. Nous nous ressemblons tous, à mon sens, tous à travers le monde. Nous condamnons encore une fois ces actes terroristes, d'où qu'ils viennent et où ils se produisent. Merci à vous, Rachid, et merci à Jamal. Merci, c'est Hassan. C'est très gentil à vous d'avoir donné cette évaluation très lucide et pondérée de ce qui s'est passé hier à Nice, cette tragédie qui affecte tout le monde, français et musulmans ensemble. Si Jamal en parlait tout à l'heure de l'interprétation des textes, on est en train si tu veux,
la question n'a pas été revendiquée. On ne sait pas jusqu'à présent qui est derrière ce monsieur. Ça a été revendiqué. Après, ça a été revendiqué par Daesh, jaune de je ne sais pas quoi. Bon, c'est un truc qui n'est pas vérifiable. Mais eux, ils revendiquent tout, même ceux qui ne font pas. D'une part, et n'importe qui peut créer un site internet anonyme et revendiquer n'importe quoi. Évidemment. Et le fait que le président français François Hollande a déjà parlé d'attentats islamistes, est-ce que, d'une certaine manière, il n'a pas donné le temps pour la couverture médiatique? Mais c'est dans le temps, Rachid, c'est dans le temps. On l'a dit tout à l'heure. La classe politique, pour elle, c'est pain béni, ces histoires. C'est pain béni, ça fait même remonter dans les sondages. Tout le monde va s'engouffrer dans le même créneau, tout le monde. L'extrême droite, la gauche, l'extrême droite, la droite, tout le monde va... Ceux qui ne sont pas suffisamment entendus. J'ai entendu tout à l'heure Jean-Louis Bruguière, l'ex-juge d'instruction, nous faire tout un discours comme quoi c'est signé Daesh. Il porte la signature de Daesh. Alors que moi, j'ai tout le contraire. J'ai par exemple que le monsieur, c'est un instable mental, qu'il est très déprimé, qui n'est pas pratiquant, qui vient juste de divorcer, qu'avant de divorcer, il a menacé sa femme avec une arme, qu'elle s'est plainte de lui à la justice, qu'il ne dit bonjour à personne. Ensuite, et surtout là où on sait qu'on ne porte pas la signature de... tu sais ce qu'on a trouvé il avait un pistolet 7,65. Ça veut dire que c'est un petit pistolet que monsieur tout le monde peut acheter. On disait que c'est un pistolet en plastique. Non, c'est un vrai pistolet tiré avec. Mais c'est un petit pistolet qu'on peut acheter au marché noir. Oui. Et il avait surtout, tiens-toi bien Rachid, il avait des fausses grenades, des grenades factices, et des faux fusils d'assaut. Oui. Le bonhomme, s'il était affilié à un vrai groupe terroriste tel que Daesh, il aurait eu toutes les armes qu'il veut. Donc pourquoi on nous dit qu'il porte la signature de Daesh? Mais sinon, Rachid, pour revenir à ce que je disais, c'est central. Non seulement nous, les musulmans, nous devons affronter nos démons sans complexe. Nous devons accepter de parler de notre religion, de ne plus la laisser entre les mains d'apprentis sorciers, entre les mains de marchands du temple qui nous vendent le message coranique comme ils veulent, eux, nous le vendre. Nous devons nous libérer de cette emprise, d'abord. Nous devons parler de notre religion de façon libérée. Nous devons assumer notre religiosité ou alors ne plus l'assumer et exiger de vivre civilement. Sinon, côté occidental, à moins d'être complètement idiot, moi je crois que tout le monde sait que ce n'est pas aussi simple ni aussi simpliste qu'on veut nous le présenter. Que cette histoire de terrorisme repose sur des histoires autrement plus sombres, autrement plus inquiétantes, autrement plus douteuses. Que les forces qui... Moi, je vais vous dire quelque chose, Rachid. Je vais te dire quelque chose. Toi et moi, nous sommes Algériens. Et nous connaissons bien la décennie rouge. Tu te rappelles comment le DRS manipulait les JA? Tu te rappelles? Tu le sais très bien, tu le sais mieux que moi. Le DRS était là, il a créé les JA, une partie des JA, il a manipulé la violence, il a assassiné jusqu'à ses sympathisants, jusqu'à journalistes qui l'encensaient. Il a fait un choix méticuleux des gens les plus... C'est récemment dit par le directeur de l'Ouatan, je crois. Beaucoup de gens l'ont reconnu. A donné une interview, il a parlé de ça. Bien, beaucoup de gens l'ont reconnu. Et il a poussé le bouchon jusqu'à choisir les gens les plus sympathiques, ceux que le peuple algérien aimait. Comme par exemple le chanteur d'Oran... Non. Oui, de Raï, là. De Raï. Oui. Comme le théâtre, comme le journaliste du matin, des journalistes, et beaucoup d'autres journalistes. Ils choisissaient des gens que les gens aimaient, ils les faisaient assassiner pour retourner les opinions publiques contre les islamistes. Donc on connaît la formule, on connaît la recette. Et c'est la même qui est utilisée en ce moment. Daesh, on imagine très bien qui l'a créé, on imagine très bien qui le finance, on imagine très bien qui l'agite. Donc, c'est des spéculations tout ça. Mais pourquoi ne pas en parler, puisque c'est des spéculations? Mettons-nous autour d'une table, essayons d'en parler. Demandons à la presse, plutôt que d'agiter des épouvantails, d'aller faire de véritables investigations sur le terrain. Ça devrait faire tout un débat, cette question-là. Qui est derrière qui Bien fait sûr. Quoi, etc. Il faut que nous en parlions. Mais je veux retourner à Sidzili. Sidzili, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours là, oui. Oui, Sidzili, la question n'est pas si simple, nous dit Si Jamel Din ici. Qu'est-ce que vous en pensez?
certes, Jamaldine a évoqué quelque chose de très important, c'est le rôle des savants musulmans, surtout sur la question de l'exégèse. Depuis le Xe siècle, les portes de l'ijtihad ont été fermées. Et donc la pensée islamique, elle s'est renfermée uniquement dans le juridique. Halal ou haram. Il n'y avait pas une vision de la vie, les problèmes qu'on peut rencontrer et ainsi de suite. Jamel a évoqué des responsabilités. Pour ce qui me concerne, j'évoque 3 responsabilités. Allô? Oui, oui, je vous entends. Oui, j'évoque 3 niveaux de responsabilité. Pour ceux qui vivent en Occident, dans le monde non musulman, parce que quand j'ai parlé du Xe siècle, l'arrêt de ce qu'on appelle l'exégèse, on doit bannir des concepts tels que Dar al-Harb et Dar al-Islam. Il n'y aura pas de Dar, il y a une maison de l'humanité, tout simplement. Et là, ce qui nous concerne, nous qui vivons en Occident, il faut mettre en place ce qu'on appelle al-aqaliyat, ça veut dire la jurisprudence des minorités. Parce que le musulman a toujours vécu dans un monde où il était en majorité. Et donc toute la jurisprudence se basait sur ça. Or, on peut faire des exceptions pour la jurisprudence des minorités parce qu'on vit dans un Occident où on est minoritaire. On ne doit pas se comporter comme si on vivait dans un monde musulman. Là, pour ce qui concerne des responsabilités, j'évoque 3 niveaux de responsabilité. Le premier, c'est, par exemple, moi en France, j'évoque la responsabilité de l'État français, qui nous a imposé une représentativité qu'il ne représente pas. C'est le CFM qui nous l'a imposé. C'est des caïds de l'islam qui est composé de 3 niveaux. C'est l'islam des consulats qu'on a négocié avec des pays d'origine tels que l'Algérie, le Maroc, l'Arabie Saoudite, et voilà, les frères musulmans. Et on a fait un cocktail et on nous a dit que c'est eux les représentants de l'islam en France. Deuxième responsabilité, il a évoqué furtivement Jamaldine, c'est la responsabilité des médias. Elle est très importante parce qu'elle formatise les esprits. Elle nous impose des intellectuels tels que Sefawi, Chelroumi, et ainsi de suite, qui, eux, ils ont brillé en tapant sur les musulmans. Et on les présente comme des intellectuels musulmans, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam, compte tenu de leurs propos et des attaques qu'ils profèrent envers les musulmans. Et puis le 3e niveau de responsabilité, c'est les musulmans eux-mêmes. Ils doivent extirper de l'islam des monstres. L'islam des monstres, c'est l'islam c'est le dogmatisme imposé par le wahhabisme et qui nous ferme, qui nous renferme dans un cadre dont on est vraiment les victimes et les prisonniers de ce contexte-là. Et donc, moi, ce que je préconise, c'est que il faut créer ce qu'on appelle des institutions de réflexion sur les musulmans, surtout ceux qui vivent en Occident, parce que les jeunes qui sont ici, ils n'ont pas l'accès à la langue arabe pour avoir accès directement au texte. Et ils passent par des intermédiaires et c'est là que la manipulation se joue. C'est là que la manipulation se joue, d'autant plus qu'ils ont une identité qui est très fragile, une identité très fragmentée. Ils pensent plus avec les sentiments qu'avec la raison. Et donc, c'est vrai qu'il y a de la manipulation, comme il a dit Jamaldine, dans les années 90 en Algérie et ailleurs, mais il y a aussi de la manipulation ici, parce que ça fait le jeu de tout, de l'extrême droite et de la gauche, et il a parlé des sondages, c'est vrai. C'est vrai, malheureusement, on va voir, c'est une aubaine pour Hollande pour 2017, au nom de la lutte antiterroriste. On a vu que tous les régimes arabes se sont déclinés et qu'ils ont gardé leur fauteuil juste au nom de la lutte antiterroriste. Il faut juste penser à faire émerger une élite capable d'être une force de proposition, une force de lutte contre cette hydre-là, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, en France, malheureusement, hier, c'est 4 morts, c'est horrible.
mais aussi on a des musulmans qui meurent tous les jours en Irak, au Bangladesh, en Syrie, en Libye, dont on ne connaît même pas le nombre. C'est certain, Sidi Ziri, je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous. Vous avez cité 3 responsabilités qui, moi, me tiennent à cœur depuis des années et des années. J'étais journaliste fin 78 et début 80 ici à Londres et je voyais déjà ça. J'ai assisté même à une velléité de certains musulmans français, c'est-à-dire des Français d'origine qui est converti à l'islam, qui voulaient créer certaines associations, mais malheureusement, en parlant de la responsabilité de l'État, immédiatement après, le CFCM a été créé, je me souviens, je crois que c'était Pasqua à ce moment-là, qui finalement, ils ont essayé de nationaliser, comme on dit chez nous, l'islam. Tout comme chez nous. Et en fait, on ne laisse pas la liberté d'expression des musulmans pour justement essayer de faire leur linge sale, laver leur linge sale, et essayer de voir plus clair au-delà des interprétations très restrictives qui nous ligotent plus ou moins en ce 21e siècle. C'est vrai qu'il y a une certaine responsabilité de l'État et j'irai plus loin. Moi, j'ai discuté avec des jeunes des banlieues qui me disaient que tant qu'il y a de la violence, criminalité, proxénétisme dans certains quartiers, les policiers sont toujours actifs, ils sont là, ils se démènent, etc. Et dès que la police voit qu'il y a certains quartiers qui étaient chauds et qui deviennent calmes, tout d'un coup, la police dit bah, « qu'est-ce qui se passe là ?» Ils essayent de voir plus clair, alors ils trouvent une petite association islamique où les gens commencent à faire la prière, ils ont un local, ils se calment, ils sont plus criminels. Alors ils disent non, plutôt la criminalité que la mosquée. Ça, les jeunes le ressentent quand même. C'est une responsabilité de l'État. Bien évidemment. Vous avez parlé de nationaliser l'islam en France. Non, c'est faux. Pour l'État français, l'islam doit être domestiqué. C'est-à-dire, il doit être obéissant et ainsi de suite. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Il faut voir l'époque coloniale. La loi 1906 qui sépare ce qu'on appelle l'espace temporel de l'espace spirituel, le sacré et de séculariser, la loi et la foi a été introduite en 1906. Les ulama, l'association des ulama musulmans algériens sont venus en 1936 en France demandant l'application de la loi de la laïcité sur l'islam en Algérie. L'État français a refusé et a continué, l'État laïque a continué à rétribuer les imams en Algérie par la trésorerie de l'État. Donc il y a une ambivalence. Il y a une ambivalence frappante. Oui. Et puis la responsabilité des États occidentaux aussi, il faut qu'ils arrêtent aussi leurs anachronismes et leur ambivalence. Ils ne peuvent pas nous demander qu'on n'est pas démocrate, on ne respecte pas les droits de l'homme, alors que eux, ils soutiennent l'Arabie Saoudite, ils soutiennent tous les États théocratiques, rétrogrades. Ça, c'est la responsabilité de l'État en France. Si Ziri, restez avec nous. Je veux prendre un coup de fil, c'est de M. Khaled de France. Oui, salam alaikum خويا رشيد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. لك الفضل والشكر. نسلم عليك ونسلم على الله يسلمك خويا، تفضل. الزعيم تاعنا مسيو جمال الدين. بارك الله فيك، السلام عليكم. Moi je voulais peut-être aborder le sujet d'une façon un petit peu différente. تفضل. Le problème c'est que moi je sais pas, de toute façon ça sera une idée à moi, ça engage personne, ça engage que moi. Le problème en France c'est que nous les immigrés, nous n'avons pas de niveau. Je parle de France, hein, surtout pour les adolescents, les jeunes et tout. Il n'y a pas de guidance parentale. C'est ça le problème. Le monsieur qui a commis cet acte barbare, c'est toujours une grosse interrogation. Comment il a pu quand même agir de cette façon-là? Et le monsieur, il était voyou. Là, maintenant, les Français, c'est les chaînes d'information françaises qui disent ça. C'est ITV, BFM TV. Il a eu des faits de droit commun. Il était sous contrôle judiciaire pendant 3 ou 4 mois jusqu'au mois de mars. Donc, ce que je vois,
Moi, je vous donne juste un petit exemple. Moi, j'ai ma soeur qui est prof d'anglais dans un collège. Le mois de Ramadan, il y avait une prof de musique. Elle disait, écoute, les élèves de confession musulmane arabe, ils ne voulaient pas entendre la musique. Ils mettaient les doigts sur les oreilles parce qu'ils disaient, non, on est en carême, on n'écoute pas la musique, c'est la musique du shaitan. Et finalement, elle disait, la prof, elle disait, quand on a sorti pour une petite pause comme ça de récréation, il disait des gros mots dans le couloir. Je lui ai dit, écoute, le gros mot, ça passe, et pour la musique, ça passe pas. Et c'est ça le grand problème. Donc, nous, ce que je vois, l'émission Tassad al-Shari'a Fellid, les interventions, les gens qui interviennent de l'Angleterre, par rapport à les gens qui interviennent de France, c'est tout à fait différent. Le débat, franchement, quand il y a un immigré qui est installé en Angleterre, le niveau il est beaucoup plus élevé par rapport à un immigré qui est installé en France. Je suis désolé, mais je dois quand même le reconnaître. Il y a un grand problème ici. Notre problème, c'est que c'est le climat, c'est pourri. Franchement, il n'y a pas de guidance parentale. C'est-à-dire les enfants d'ici, les jeunes, ils sont pas, on va dire, ils sont mal entourés. Après, on a les droits au mur. Hop, le monsieur, voilà, il est devenu extrémiste. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment il était voyou. Après, il devient extrémiste. Bon, c'est. De toute façon, voilà, tout court, c'est ça pour moi, c'est ça mon idée. Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Si c'est un acte, il y a quand même des raisons pour ça. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un acte, si Jamel, Ziri a parlé de la responsabilité de l'État français, évidemment, la responsabilité des intellectuels, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Je vais te donner un exemple tout simple, parce que la situation, en fait, elle n'est pas très complexe, hein. Elle est simple à comprendre, à condition qu'on veuille vraiment essayer de la comprendre. Oui. Je vais te donner un exemple tout simple. Au moment où en France, la voix de très grands, vraiment très grands intellectuels musulmans, qui s'expriment dans ces questions-là, qui essayent d'éclairer, d'apporter leur vision des choses. On n'entend pas publiquement en France. Non seulement elles sont tues, elles sont étouffées. Elles sont savamment réduites au silence, de façon laborieuse. C'est-à-dire qu'on donne des consignes, des instructions. Attention, ne le faites pas passer. Ne le faites pas passer dans votre canal, ne le faites pas passer dans le canal, ne lui faites pas d'interview. Et même les gens qui sont français de souche, qui s'aventurent dans ces attitudes-là, ils sont aussi mis de côté. Par contre, c'est une réponse en soi. Par contre, au moment où on étouffe la voix de ces grands intellectuels qui peuvent apporter beaucoup au grand questionnement. Qu'est-ce qu'on fait dans le même temps? Qu'est-ce qu'on fait? On n'entend plus que Chelroumi. Mais c'est une humiliation. Chelroumi, Sifawi. Chelroumi, à la limite, Sifawi, à la limite. Il est ce qu'il est, il a pris un angle, il s'est engagé, il a fait un choix, mais au moins il parle normalement. Un Chelroumi, c'est une caricature. Ça veut dire eux-mêmes, quand ils parlent, ils tombent de rire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils en profitent pour nous humilier. Ils nous humilient en même temps qu'ils nous font représenter par un clown au moment où ils étouffent la voix des grands intellectuels. Nous avons Nasser de nos studios de France, là. Nasser, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. تفضل. أهلا رشيد. نسلم عليك و je passe un grand bonjour à notre confrère Jamal Din. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. Donc c'est un état de choc qui s'est apparu, Khouya Rachid. La communauté vraiment elle est terrifiée par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc c'était une journée de fête, une journée comme vous le savez, le 14 juillet c'est un jour de férié ici en France. En apprenant ce qui s'est passé hier soir très tard, c'était vraiment un choc pour la communauté qui vit ici en France et pour tous les Français aussi. On pensait qu'on a dépassé tout ça par rapport à ce qui s'est passé en novembre l'année passée et ce qui s'est passé aussi, les actes terroristes que Paris a connus. Avec l'état de siège, mais malheureusement, cet acte a réveillé beaucoup de haine, si on peut dire, dans la société française. Comme on le sait, après tous les actes terroristes, on voit une montée d'islamophobie, d'actes
un peu extrémistes contre la communauté musulmane. Donc ce que je peux dire, c'est le grand choc ici à Paris. Malgré que l'acte est passé à Nice, donc loin de Paris, mais on sent que le choc est très près. Donc c'est vraiment... Est-ce que cette réaction de la communauté musulmane, est-ce qu'elle a été rapportée par les médias locaux à Paris ? Ben, vous savez, après chaque acte terroriste que la France a connu, toujours la communauté musulmane, elle est sortie en force pour dire que ces actes ne représentent pas la communauté, ne représentent pas l'islam en aucun cas. Comme on le sait par tous les actes passés dans le passé, on voit les profils, c'est toujours les mêmes profils qui reviennent. C'est des jeunes, c'est des repris de justice. C'est des gens qui ont été connus par la justice avant. Donc c'est vrai que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que c'est des jeunes quand même qui sont nés dans la société française, qui ont été éduqués ici et qui choisissent des voies extrêmes. Bien que le monsieur qui a commis cet attentat, on ne sait pas s'il est vraiment français ou seulement tunisien. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de questions. Les médias, ce qu'ils ont rapporté, ici en France, ils ont dit que c'était un franco-tunisien. Donc il avait la nationalité française normalement. Et je pense que ce que je peux dire par rapport à ce qui a été rapporté ici. Oui. Toujours est-il que c'est un membre de la communauté musulmane, cette communauté qui ne se reconnaît pas dans de tels attentats d'une part, et malheureusement sa réaction n'est pas connue du public français, n'a pas été relayée d'une part. Cette tragédie soulève beaucoup de questions. Sid Ziri de Paris nous a parlé de trois responsabilités: la responsabilité de l'État français, la responsabilité des médias, et nous pouvons dire pas mal de choses peut-être un autre jour si jamais, et la responsabilité aussi de la communauté musulmane, de nous les musulmans en Occident. Nous devrions nous mettre à l'heure, essayer de voir plus clair sur ce que nous sommes, sur notre rapport avec la société haute dans laquelle nous vivons, et justement d'essayer de nous mettre à la page principalement. Le problème reste toujours: il y a des obstacles un peu partout, et comment les régler. J'espère que nous aurons une autre possibilité de débattre de cette question très épineuse à la lumière de l'attentat qui s'est passé à Paris. Je remercie Samid Ziri de Paris qui était avec nous. Je remercie Nasser de notre studio de Paris, et je remercie Si Jamel avec moi ici. Et mesdames, messieurs, nous terminons cette émission en vous disant au revoir à une prochaine émission, et Inch'Allah, nous réfléchirons tous sur les conséquences de cet attentat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.